Dans ce nouvel épisode, on va parler de la cohabitation entre les chiens et les chats. Et on le sait, quand ils sont plusieurs à la maison, il suffit parfois de dire le mot magique « manger » ou « croquette » pour que ce soit la course vers les gamelles. Alors avant de commencer cette conversation, je voulais remercier Hills Pet Nutrition qui soutient cet épisode, la marque la plus recommandée par les vétérinaires en France et élue marque de l'année 2026. Depuis plus de 75 ans, Hills, c'est la référence de l'alimentation de nos chiens et de nos chats. Des croquettes à la pâtée, c'est surtout une alimentation qui s'appuie sur la science et la recherche pour créer des formules adaptées à chacun de tes animaux. Chez Hills, tu retrouves 3 grandes gammes complémentaires. Tu as Science Plan pour les animaux en bonne santé au quotidien, Prescription Diète pour accompagner certaines pathologies sur recommandation vétérinaire et Vet Essential qui est une gamme exclusive aux cliniques vétérinaires avec plusieurs bénéfices clés comme la digestion, le poids ou la santé dentaire. Parce que répondre aux besoins de nos compagnons, ça passe aussi par leur gamelle. Alors si tu veux en savoir plus sur la marque et son expertise, rendez-vous sur leur site hillspet.fr. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être que tu rencontres des difficultés entre ton chien et ton chat, ou qu'un nouvel animal va bientôt arriver à la maison et que tu sais pas trop comment préparer la première rencontre et son arrivée. Et je te comprends parce que une bonne cohabitation c'est super, mais quand ça se passe moins bien, bonjour les dégâts et le stress au quotidien. On me demande souvent comment j'ai fait pour que Scotty, mon chat, s'entende aussi bien avec les chiens. Mais à part te dire qu'elle est habituée depuis petite, je saurais pas vraiment quoi te conseiller et j'ai sûrement fait plein d'erreurs. Parce qu'un chien et un chat, c'est pas le même langage, pas les mêmes besoins et sans s'en rendre compte, on peut vite créer du stress et des tensions, surtout quand la rencontre est mal préparée ou que l'environnement n'est pas adapté. Alors pour que chacun ait sa place à la maison et que la cohabitation se passe au mieux, je reçois aujourd'hui Magali Migone, experte du comportement canin et félin. Et ce sujet, elle le connaît particulièrement bien parce qu'elle est aussi passée par là et c'est en partie ce qui l'a poussée à se former pour devenir comportementaliste. Elle a été formée à l'Université de Paris-Nanterre et aujourd'hui, elle accompagne des centaines de familles à mieux comprendre leurs animaux et les accompagne au quotidien sur de nombreuses problématiques. Son objectif, ce n'est pas juste de corriger un comportement, mais d'apporter des clés de lecture et d'apporter les bons ajustements pour une cohabitation sereine avec tes compagnons. Dans cet épisode, on va parler de l'arrivée d'un nouvel animal à la maison et comment s'y préparer, des premières rencontres, de la gestion du quotidien, de l'importance de l'aménagement de ton intérieur, des relations entre chiens et chats, des idées reçues, de la gestion des conflits et de nombreuses autres problématiques que tu peux rencontrer dans la cohabitation de ces deux espèces. J'espère que cet épisode te donnera toutes les clés pour t'aider dans ton quotidien de pet parent, alors je te souhaite une très bonne écoute. Hello Magali, bienvenue sur Allo Pets, je suis trop contente de t'accueillir pour cette thématique aujourd'hui. Hello Romane, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie de te rejoindre sur cette thématique aujourd'hui. Alors Magali, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc moi, je suis Magali Migone, je suis comportementaliste pour chiens et chats et j'aide les humains à mieux comprendre leurs animaux pour retrouver des relations sereines. Alors si je fais ce métier aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que moi je me suis retrouvée face à des comportements que je ne comprenais pas chez mon chat. Ça a été assez difficile parce qu'il avait tendance à me sauter dessus, griffer et mordre de façon quand même assez violente. Pour moi c'était très déstabilisant, c'était stressant pour lui aussi. Et en fait, face à ces comportements-là, il avait des réactions imprévisibles et moi aussi. C'était difficile à comprendre. Et j'avais beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que je faisais mal les choses? Est-ce que c'était son caractère? Est-ce qu'il fallait que je laisse les choses se faire toutes seules et que ça allait passer?
comme beaucoup, je pensais que les animaux finissent toujours par s'adapter, soit à l'humain, soit à la situation, qu'ils géraient en fait d'eux-mêmes. Mais j'ai découvert qu'en fait, quand les besoins n'étaient pas forcément comblés, ils pouvaient en fait avoir des comportements qui sont problématiques ou gênants pour les humains et qu'on n'a pas forcément la capacité de comprendre. Du coup, ça m'a poussé à me former à un nouveau métier. Donc, j'ai suivi Ouais, la licence professionnelle métier de la relation à l'animal compagnon à l'université de Paris-Nanterre. Donc, c'était une formation ok. assez complète avec beaucoup d'éthologie générale, théorique, de l'éthologie pratique aussi, du comportement, donc chien, étude du comportement du chien et du chat principalement, mais aussi d'autres Ouais, animaux de compagnie. Et aujourd'hui, j'accompagne les humains et les animaux à mieux se comprendre mutuellement, soit en oui. visite à domicile, soit en visio. Donc mon objectif, c'est pas de corriger des comportements, mais c'est vraiment de donner des clés de compréhension et des Ok. clés de lecture, voilà, pour améliorer la Ouais. relation. Et du coup, tu parlais d'éthologie. Est-ce que rapidement, tu pourrais expliquer ce que c'est? Parce que ça a toute son importance aussi dans la compréhension de nos animaux. Oui, en fait, l'éthologie, c'est effectivement l'étude du comportement des animaux. On va se baser sur des observations et des analyses scientifiques. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, il y a beaucoup d'évolution en fait de cette science. C'est une science, donc avec des méthodes précises et ça permet effectivement de mieux comprendre les comportements. On se rend compte qu'on a beaucoup d'idées reçues sur les animaux qui sont nos compagnons et ça permet en fait de sortir de ces idées reçues et d'aborder les choses de manière scientifique avec beaucoup Et ouais. d'observations et de l'interprétation, bien sûr, après des comportements. Du coup, pour toi, aujourd'hui, pourquoi c'était si important de venir parler justement de la cohabitation entre nos chiens et nos chats? Pourquoi c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur? Ça me tient à cœur parce que justement c'est un sujet où il y a beaucoup d'idées reçues et c'est quand même malgré Ouais, tout, disons qu'en fait on va penser que souvent ça va se faire tout seul, euh, que les animaux en fait vont s'habituer et qu'il n'y a pas de problématique. Mais sans accompagnement et sans compréhension et sans intervention des humains, il y a souvent des problématiques qui se passent. Moi je suis contactée par pas mal de personnes et j'en ai accompagné beaucoup sur ces problématiques-là. Donc c'est très important et en fait, le chien et le chat, à la base, sont des animaux qui n'ont pas forcément le même langage, qui sont pas forcément faits pour cohabiter ensemble. Ils n'ont pas les mêmes ok, codes et pas les mêmes besoins spécifiques. Et sans ouais, accompagnement, ça peut vraiment générer du stress, des conflits, voire des situations dangereuses. et oui. D'où l'objectif de la thématique d'aujourd'hui. Du coup, Tout à fait. quand on parle de cohabitation entre un chien et un chat, pour toi, qu'est-ce que ça implique de faire cohabiter justement ces deux espèces-là? Alors déjà, il faut savoir que le chien, c'est un prédateur et le chat, c'est une proie et un prédateur. Donc en fait, Ok, ça va nécessiter vraiment une gestion très importante de la part de l'humain. On va pas les mettre ensemble dans une pièce et laisser les choses se gérer. Ce que font ok. d'ailleurs quand même beaucoup d'humains. En fait, ce qui Mhm. est très important, ça va être de gérer l'environnement, de vraiment connaître les besoins de chacun et aussi de d'avoir en fait du temps à consacrer pour cette gestion-là. Et on a souvent tendance à vouloir du coup que nos chiens et nos chats deviennent des meilleurs amis. On voit d'ailleurs beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux ou de photos où on voit les chiens et les chats qui s'enlacent, qui sont inséparables. Est-ce que ça c'est réaliste en fait? Et est-ce qu'un chien peut vraiment aimer un chat et inversement? En fait, ce qu'il faut se dire dans la cohabitation, c'est ce qu'on cherche, c'est qu'on souhaite avoir des animaux qui sont sereins, qui sont pas stressés quand ils sont en contact et qu'il n'y ait pas de conflit. J'ai envie de dire, si après il peut y avoir des très bonnes relations et des relations de proximité entre les animaux, tant mieux. Mais il faut pas penser que c'est toujours le cas. Ok, Effectivement, il y a le côté instagrammable où ils s'aiment. Déjà, l'amour, c'est un sentiment humain. Alors, ça veut pas dire que il n'y a pas d'attachement chez les animaux, mais il faut essayer de ne pas faire d'anthropomorphisme. Parce que ouais, souvent, par exemple, sur Instagram, on voit des choses et on se dit, oh là là, c'est super mignon. Et en réalité, ça cache de l'inconfort de la part des animaux. Il faut se dire, par ouais, exemple, un animal qui va dormir, un chien et un chat qui vont dormir côte à côte déjà, même s'ils sont pas collés, c'est déjà énorme parce que ça montre en fait une grosse relation de confiance entre eux. ok. Et le fait qu'ils puissent dormir côte à côte, c'est déjà voilà. Mais on peut se dire que deux animaux qui cohabitent
et juste qui vont s'ignorer, en fait, c'est déjà une réussite. Et du coup, est-ce qu'il y a certaines relations qui peuvent ne jamais fonctionner? Donc, ils ne vont jamais s'apprécier ou apprécier la compagnie de l'un et de l'autre. Et du coup, ben, en fait, même en ayant beaucoup de patience, ça n'arrivera jamais. Alors, en fait, il faut se dire que ça peut arriver, en effet, de la même façon que des humains peuvent ne jamais se supporter, des animaux peuvent ne jamais se supporter. Ce qu'on fait, Ok. ce qu'on fait quand on accueille un nouvel animal, c'est qu'on impose un colocataire non choisi, non désiré. En Ouais. fait, c'est comme si demain, j'amène quelqu'un chez toi avec une valise et je dis voilà, vous allez vivre ensemble. Quelqu'un que tu ne connais pas, bien sûr, même quelqu'un que tu connais. Potentiellement, tu peux assez mal réagir. Après, chaque espèce va réagir différemment. Le chien, c'est un animal sociable, donc en fait, lui, social, donc lui, il va peut-être apprécier d'avoir des congénères, donc chien, ou d'avoir un chat dans son environnement. Le chat, bah lui, c'est pas forcément un animal social, il est capable de vivre plutôt en indépendant en extérieur. Donc en fait, est-ce qu'il va pouvoir bien s'adapter avec un chien? Après, toute la Ok. question est comment l'humain va orchestrer ce qui va se passer et les attentes que l'humain va avoir. Clairement, souvent les attentes des humains sont un peu élevées et parfois, Oui. alors quand ça se passe pas bien, ce qu'il faut se dire effectivement, c'est que il va falloir gérer comment ça se passe. Et il va falloir pouvoir faire en sorte que les animaux puissent être isolés, par exemple, puissent avoir des Ok. endroits séparés. Mais donc ça demande forcément une gestion de la part de l'humain et aussi une gestion quotidienne. Et pour toi, c'est quoi les plus grosses erreurs qu'on fait du coup quand on a une cohabitation entre un chien et un chat ou plusieurs chiens et un chat ou plusieurs chats et un chien et qui expliquent en fait que la cohabitation se passe mal à cause de nos erreurs en fait. Souvent, l'erreur la plus courante, c'est la précipitation. En Ok. fait, mettre en contact deux animaux, que ce soit d'ailleurs un chien et un chat ou deux chiens quand il y a un chien déjà dans le foyer qu'on fait venir un nouveau chien dans son foyer ou un chat Ouais. et on fait venir un nouveau chat. En fait, il faut prendre le temps de faire une mise en contact progressive. C'est la progressivité qui va aussi donner en fait la suite de la cohabitation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être parfait parce que on est face à des individus. Donc effectivement, le chien en tant qu'espèce a des besoins spécifiques, le chat en tant qu'espèce également, mais il faut aussi se dire qu'on a des personnalités. Nos animaux, ils ont Et des ouais. tempéraments et des personnalités qui leur sont propres. Et donc c'est aussi lié à des individus. L'erreur la plus fréquente, c'est ça, et c'est de pas prendre le temps de faire la mise en contact. D'ailleurs, au départ, on fait pas une rencontre. On fait d'abord cohabiter dans des espaces potentiellement séparés et on va faire en sorte de faire une rencontre une fois qu'on a fait une mise en contact des odeurs, qu'il y a eu des bruits qui ont été échangés. On va le faire avec des barrières pour sécuriser les interactions et pour qu'en fait, s'il n'y a pas de volonté de la part d'un des deux animaux, du chien ou du chat d'aller vers l'autre, ils puissent rester à distance. Et on va gérer la Oui. distance. Après, si on enlève les barrières, par exemple, on peut ajouter un harnais, une attache sur le chien. Encore faut-il que le chat, pareil, n'ait pas des comportements qui soient imprévisibles. Donc, ça demande en fait quand même un long temps de préparation et d'adaptation. Il faut se dire qu'en Ok. fait, quand on a un nouvel animal dans son foyer, il va mettre de toute façon déjà du temps à s'adapter à son nouvel environnement. Si en plus il doit s'adapter à la présence d'un autre animal qui n'est pas de son espèce, ça ajoute de la complexité. Ça veut dire qu'il faut prendre plus de temps encore pour le faire. Et souvent, c'est vraiment ça, moi, les erreurs que je vois. C'est la précipitation Ouais. et le fait de vouloir tout de suite que les animaux s'entendent. Et oui. Et ce qui, du coup, on comprend pourquoi aussi parfois ça peut mal se passer quand on veut aller trop Tout à vite. fait. Oui. Du coup, j'aimerais qu'on revienne au tout début, quand on est dans la démarche de vouloir Oui. adopter ou d'accueillir un chien et un chat chez soi, et qu'on a déjà du coup un compagnon à la maison. Pour toi, c'est quoi la première étape au moment en fait de cette réflexion de volonté d'adoption, d'accueillir un nouvel animal? Déjà, il faut se demander pourquoi on fait venir un nouvel animal chez soi. Qu'est-ce qui Ok. motive en fait, voilà, ce désir. Et ensuite, une fois qu'on a repéré ça, il faut aussi penser qu'il va falloir être capable et avoir le temps de dédier en fait des temps à ces animaux. C'est-à-dire que déjà, admettons un chien, on va avoir du temps à lui donner pour répondre à tous ses besoins. Et si on Mhm. introduit une autre espèce, il va aussi falloir donner du temps. Et parfois, en Eh plus, oui. il va falloir donner du temps aux animaux ensemble, mais aux animaux, c'est-à-dire à l'un et à l'autre.
Et si on prend pas ça en compte, ben on va se retrouver confronté à des difficultés et on va potentiellement ne pas répondre correctement à leurs besoins et du coup générer des problématiques en plus. Donc en fait, ça veut dire que on doit réfléchir à un temps à allouer, on va dire Tout par à fait. jour, à chaque animal. Donc plus on en a, plus on doit dédier du temps individuellement et collectivement à tous nos animaux. Il faut vraiment avoir de la disponibilité quand même et malgré tout, c'est pas toujours possible. Alors, ça veut pas dire que s'il y a des jours où on a un peu moins de disponibilité, ça va poser des problèmes et qu'il va forcément y avoir des problématiques. Mais c'est malgré tout un paramètre que je pense on oublie parce que, encore une fois, Et ouais. on pense que les choses vont un peu se faire toutes seules et que les animaux vont gérer, en fait. On se dit, bah, ils vont s'habituer, Et ils ouais. vont gérer. Ça se passe quand même bien dans certains cas, heureusement, hein. Mais il y a aussi plein de cas où il y a des problématiques et puis après, bah, les humains font avec. Le stress, quand même, quand c'est vraiment répétitif et que c'est très intense, ça peut provoquer aussi des maladies. Donc c'est Et important, ouais. voilà, de réussir à mettre tout le monde dans un état de bien-être. Quand tu parles d'allouer du temps à chaque animal, t'entends quoi par là? Est-ce que c'est des temps de jeu, des temps de câlin? Quand c'est un chat, un chien, c'est pas forcément les mêmes interactions et les mêmes besoins. Euh, Quelqu'un qui nous écoute et qui, par exemple, projette d'accueillir un chien alors qu'il a déjà un chat, euh, à quoi il faut qu'il pense en fait sur l'allocation du temps pour toi? C'est quoi en fait ces choses à réaliser dans ce temps-là à consacrer à l'animal? En fait, dans tous les cas, si tu ajoutes une espèce, que ce soit un chien ou un chat, par exemple, si tu ajoutes un chien, ça veut dire que tu vas lui consacrer des temps de balade. Donc, tu vas t'absenter un peu plus de ton domicile. Pour ton chat, forcément, tu vas devoir consacrer des temps de jeu. Parfois, en fait, bah, si tu veux jouer avec ton chat et que tu as un chien qui peut faire de la protection de ressources, donc qui va peut-être potentiellement vouloir récupérer des jouets pour lui et ne pas les laisser au chat, bah, tu vas te retrouver confronté à des difficultés de ce type-là, par exemple. Ok. Tu vas devoir, voilà, gérer. En fait, l'idéal quand même, il faut se dire que il faut réussir à dédier des espaces sécures et spécifiques pour chacun. Et après, voilà, en termes de Ok. temps, ton chat, tu vas devoir quand même jouer avec parce que si tu n'as pas du tout de séance de jeu avec le chat, ça va créer de la frustration et potentiellement des comportements problématiques. Ton Ok. chien, après, il y a par exemple aussi quelque chose dont on ne pense pas parce que là, on parle d'activité et de temps, mais il y a aussi les temps de repos à gérer. C'est très important de se reposer pour les animaux et il faut que ce soit possible. Donc, si mon chien veut se reposer et que mon chat a envie de jouer à ce moment-là, bah, il faut qu'ils aient en fait des espaces dédiés pour que chacun puisse se reposer à son rythme. Et tu parlais des balades. Du coup, ce qui induit aussi que si on a deux chiens ou trois chiens, ça veut dire qu'il faudrait qu'on prévoie des temps de balade ensemble et des temps de balade individuels. Alors, tout dépend après des chiens, des tempéraments et de comment se passent les relations. Mais c'est vrai que quand Ok. on a plusieurs chiens, en fait, le fait qu'on les balade ensemble, ils vont avoir certains types d'interactions et un certain type de balade. Potentiellement, ils vont être plus excités, ils vont être moins sur les odeurs. Donc ça veut dire que oui, potentiellement, il faut quand même pouvoir dédier aussi du temps, des temps séparés de balade. Il y a certains chiens pour lesquels, en fait, le fait de se balader avec leurs congénères sera quelque chose de très bien pour eux. Mais c'est quand même important d'avoir des temps effectivement dédiés à chacun pour éviter d'avoir des comportements après problématiques. Une fois que l'animal arrive, on peut parler du coup de la première rencontre. Je pense que c'est aussi un moment clé, la première rencontre. On n'a pas tous, du coup, les bons codes peut-être pour réaliser cette rencontre. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui parce qu'ils projettent d'accueillir un animal prochainement. Quels conseils, en fait, tu donnerais pour cette première rencontre pour qu'elle se passe au mieux? Alors déjà, il faut toujours, encore une fois, orchestrer en fait cette rencontre. C'est-à-dire, il faut que l'humain agisse. Déjà, on ne met jamais les animaux en contact, encore une fois, dès le début, hein. On va d'abord aménager des espaces, que chacun voilà, puisse avoir tout ce dont il a besoin. Et ensuite, quand on va vraiment vouloir faire une mise en contact, on le fait toujours avec une distance. Pourquoi? Parce que la distance permet en fait de conserver un état de confort et de détente. Alors, chaque animal, encore une fois, est différent. Et parfois, il va falloir une très grande distance. Parfois, ce sera un peu moins. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est savoir observer les signaux de communication à la fois du chien et du chat. Quand un animal est détendu, il va plutôt être en mouvement.
Il va Ouais. plutôt avoir voilà les oreilles relevées. Pour le chien, en fait, ça va dépendre des races de chiens, mais la queue plutôt en l'air et pas entre les jambes. En fait, il va y avoir vraiment des signaux de communication à connaître. Donc, c'est très important de les connaître chez les deux espèces, en fait, Et ouais. parce qu'ils peuvent exprimer de l'inconfort de cette façon. Par exemple, un léchage de truffe. Alors, il y a des choses qui sont parfois très subtiles et en fait qui vont Ouais. induire en erreur les humains. Par exemple, un chien qui remue la queue, on va se dire ah bah il est content, donc il est dans une émotion positive. Et donc on peut en fait faire une mise en contact. Or parfois le fait de remuer la queue chez le chien, c'est aussi un sentiment, comment dire, une expression de stress Ok. et d'inconfort. Donc en fait ou une très grande agitation. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître comment il s'exprime. Pareil chez le chat. Le chat, bah, s'il commence à se figer ou à essayer de fuir, alors déjà, on ne force jamais les interactions. C'est très Ok. important en fait de ne pas Mm. forcer et de ne pas vouloir absolument que les animaux se touchent dès le début, par exemple, ou se sentent dès le début. Donc il y a les signaux, la détente au niveau du corps. Euh, Évidemment, s'il y a des vocalisations, un chat qui grogne, un chien qui grogne, etc. Ça, c'est très important aussi. Donc voir effectivement tout ça et encore une fois le faire de façon très progressive, c'est-à-dire prendre le temps d'une mise en contact d'abord à distance, à travers des barrières, de voir comment ça se passe et petit à petit de laisser les animaux se rapprocher. Et donc après, quand on enlève les barrières, encore une fois, il faut le faire aussi de façon contrôlée. Et est-ce que nous, en tant qu'humains, on a besoin d'intervenir? Est-ce qu'il faut qu'on ait ce rôle-là? Je sais pas, peut-être qu'il y a des incompréhensions qui peuvent se créer aussi entre les animaux où le chien a envie de jouer avec le chat parce qu'il se dit, oh, trop cool, il y a un petit truc qui bouge que je connais pas. Et le chat, lui, va avoir super peur et va vouloir lui foncer dessus. Si la rencontre se fait, ce sera généralement dans une pièce. Comment on doit prévoir en fait l'environnement autour pour agir au mieux s'il se passe quelque chose de dangereux ou... Et bah justement là, donc tu as soulevé plusieurs choses qui sont intéressantes. L'être humain, il doit effectivement intervenir. Encore une fois, c'est un chef d'orchestre. Lui, il va en fait vraiment observer les signaux des différents animaux, faire en sorte que ce soit sécurisé. Donc ne pas prendre de risques, ça c'est important. On lâche pas les animaux dans la même pièce comme ça, parce que ben un chien comme un chat, ça peut courir très vite. Et en plus, si on commence à donc admettons, je suis face à une situation compliquée, je me mets à crier bah en fait là ça va générer encore plus de stress. Donc il faut se dire qu'il y a aussi cette Et ouais, contagion émotionnelle. Donc en effet on va anticiper et on va prévoir. Donc parfois c'est bien d'être à plusieurs aussi au niveau des humains. Et quand on parle d'intervention c'est un accompagnement. C'est pas en fait mon chat se met à feuler, je le retire d'un coup par exemple ou je le porte. Mon chien se met à aboyer, je le punis ou je le gronde. Ça, ce serait vraiment une erreur parce que ça ajouterait du stress de tous les côtés, chez l'humain et chez les animaux. Et ça renforcerait en fait le fait que voir le chat ou voir le chien, c'est négatif. Nous, ce qu'on ok, fait, donc ce qu'on fait, c'est ce qui est important, c'est en gros, on va renforcer positivement les comportements de calme. Donc, ce qu'on appelle renforcer positivement, c'est qu'on va récompenser le chien ou le chat quand ils arrivent à être à une certaine distance sans exprimer d'émotions négatives. Et en fait, on va ignorer les comportements qu'on trouve gênants. C'est-à-dire un chien qui aboie, on va pas lui le gronder ou lui crier dessus encore une fois ou ajouter de la punition. On va juste rajouter, remettre de la distance ou reséparer en fait visuellement. Et parfois, le ok, simple fait de mettre une séparation visuelle, ça va tout changer. Ça va remettre les animaux dans un confort. Et on leur apprend aussi que si tu es en inconfort, prends de la distance. Donc on va vraiment travailler sur guider son animal, guider ses animaux dans ces interactions pour que les choses se passent bien. Et encore une fois, ok, là, l'aménagement de l'espace est très important. On va vraiment faire en sorte, quand on a un chien et un chat dans un même foyer, ou plusieurs chiens et un chat, ou un chien et plusieurs chats, on va vraiment aménager les espaces. Par exemple, le chat a besoin beaucoup de hauteur. Et donc, le fait de ouais, mettre par exemple, des petites marches, ou en fait, de faire des accès en hauteur, ça va permettre, par exemple, mon chien et mon chat se croisent dans un couloir. Bah, si mon chat peut passer en hauteur, il n'est pas obligé de croiser mon chien et d'être en contact avec lui. Tout simplement, ok, on met des petites portes de sortie comme ça. et ouais. C'est vraiment de l'aménagement, de la gestion de l'environnement et aussi des interactions, bien sûr, mais de façon
en fait, on va pas intervenir, toucher son chien, gronder son chat, attraper, enfin, sauf évidemment en cas d'extrême urgence et de gros danger. Mon chien va Et ouais. ou se mettre à courir après mon chat pour parce que bah il y a aussi cet instinct qui peut y avoir sur la prédation. Euh, Bah après voilà, sauf en cas vraiment de danger et d'insécurité, là je vais devoir intervenir. J'ai un exemple Ok. d'ailleurs des personnes qui ont justement qui avaient un parce qu'on parle beaucoup du chien qui peut courir après le chat, l'attraper, etc. Mais l'inverse est aussi possible parce que n'oublions pas que le chat est aussi un prédateur, même si c'est une proie. Et en fait donc le cas d'un petit chien, un chihuahua, qui s'est retrouvé en relation, mis en contact d'un coup avec un chat qui était plus gros que lui pour le coup. Et c'est le chat qui a sauté sur le petit Ok. chien. Donc après, ça crée des traumas et ça peut être assez difficile à réparer. Et nous, en tant qu'humains, on doit rester statique dans la pièce, on doit les ignorer, faire comme si c'était un moment habituel du quotidien. Est-ce que on doit les regarder, on doit détourner le regard parce que je pense que la posture a aussi un impact sur la rencontre. Est-ce que pour toi, il y a des petits conseils comme ça que tu pourrais donner sur notre façon d'être et de se comporter Bah, quand on fait ces premières rencontres? l'idéal, encore une fois, c'est d'essayer d'être détendu. Parce que si l'humain Et est ouais, lui-même en tension, alors il peut y avoir des petites inquiétudes, hein. Mais déjà, si on n'est pas détendu, c'est que c'est problématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté le fait que déjà, à travers une barrière ou deux barrières pour que ça crée de la distance, les animaux doivent déjà être détendus. C'est-à-dire pour arriver à ce qu'il y ait une mise en contact, il faut déjà que les étapes précédentes, qu'en fait le fait d'être avec une distance et des barrières où ils ont la visibilité, les animaux soient totalement en détente et soient capables de s'ignorer. Il faut déjà que ok. les animaux eux-mêmes aient atteint ce niveau-là, entre guillemets, de tolérance pour qu'on puisse après essayer encore une fois de mettre en contact dans la même pièce. Et d'où le fait de pas brûler les étapes, comme tu disais tout à l'heure, de Tout à vouloir aller fait. trop vite et ok. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui est quand même, je trouve, une des problématiques principales, hein, de pas prendre le Ouais. temps et même ensuite, une fois qu'on les a mis en contact, de vouloir tout de suite que les animaux aient des interactions, par exemple. Le simple fait qu'ils arrivent à être en présence sans stress, déjà, c'est génial. Et pour toi, est-ce que c'est plus facile du coup de créer ces rencontres et ces relations quand on introduit un chiot ou un chaton, ou alors l'âge n'a aucun impact sur la manière dont l'animal va réagir? Alors l'âge, effectivement, a un impact. L'histoire de l'animal a un impact et aussi, j'ai envie de dire, son état de santé. J'en parle là, Et mais ouais. voilà, là, tu me parles de l'âge. En fait, Ouais. si tu introduis un chiot, on va dire que le chiot, lui, il a ce qu'on appelle la période sensible où il va être ouvert à la nouveauté. Alors, bien sûr, encore une fois, ça dépend du tempérament, hein. Tu peux avoir déjà des chiots dès le début qui sont plutôt de tempérament stressé, qui aiment pas forcément ça. Effectivement, quand il est jeune, peut-être qu'il va plus facilement accepter de la nouveauté. Donc, que lui Ok. va potentiellement plus facilement s'adapter. C'est le cas aussi pour un chaton parce qu'il va plutôt explorer, être dans la découverte et comme s'il est dans sa période effectivement ce qu'on appelle la période sensible, il va s'imprégner de la nouveauté. Et ça peut être plus facile pour lui en tout cas de s'adapter. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'animal que tu as déjà dans ton foyer si c'est un animal adulte. Et c'est Ok. encore plus à réfléchir quand tu as un animal vieillissant. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver avec des animaux qui vont avoir un niveau d'énergie très différent, des besoins qui sont pas Mhm. les mêmes et potentiellement qui ne vont pas être dans une possibilité d'adaptation, d'adaptabilité très élevée. Donc en fait, c'est pareil, c'est Ok. vraiment à réfléchir. Et encore une fois, bah tu vas pas laisser un chiot aller se jeter sur des chats pour aller jouer parce que potentiellement le chat peut vivre ça effectivement comme une agression. Et de la même façon, Ok. un chien âgé, si tu lui mets des chatons, en fait, bah potentiellement, il peut vivre ça comme une agression. Et puis ça peut provoquer effectivement des comportements avec des blessures ou des choses qui sont pas parce que les animaux ont la volonté de faire mal, hein, mais c'est juste parce qu'ils vont avoir peur et ils vont réagir. Et Et ouais. potentiellement, bah un chaton, ça reste assez fragile, hein. Donc Mhm. et un chiot même peut être blessé par des chats de la même façon. Et ça peut créer du stress aussi sur des animaux vieillissants qui Oui, peut-être voient mal ou n'entendent plus tout beaucoup. à fait. S'ils sont diminués effectivement cognitivement, ça va être encore plus compliqué. Et donc là, c'est très important de garder des espaces sécurs pour chacun et aussi une prévisibilité.
C'est-à-dire qu'en fait, on va pas mettre en contact comme ça n'importe comment et imposer à tous les moments de la journée en fait des interactions. Il faut vraiment le faire quand c'est possible. Et pour toi, est-ce qu'il faudrait du coup introduire des odeurs déjà, du linge ou je sais pas, par exemple, on a un chien senior de ton exemple et on accueille un chaton, est-ce qu'on devrait du coup en profiter pour déjà intégrer les odeurs du nouvel animal? Oui, le partage des odeurs, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au départ. On va effectivement avoir plutôt une séparation des animaux au départ. On va pas les mettre en contact. Et dans ce cas, on va essayer de faire des échanges d'odeurs. Alors pareil, de façon modérée aussi, parce que bah si tu mets le panier du chat à la place du panier du chien, par exemple, bon, histoire de te dire je partage des odeurs, tu peux potentiellement créer beaucoup d'inconfort. Ce qui est important, Ok, c'est que les animaux, ils gardent un sentiment de contrôle sur ce qui se passe et qu'il y ait de la prévisibilité. Je te parle de contrôle parce que bah c'est bien de laisser du choix à chacun. De la même ouais, façon pour la cohabitation, l'objectif c'est que l'animal sente qu'il peut choisir en fait ce qui se passe. Et les odeurs, ok. du coup, oui, c'est une des premières choses que tu peux mettre en place dans la cohabitation. Et si on a du coup un animal senior à la maison, c'est quoi les go et les no-go où on se dit ok là c'est ok pour accueillir un nouvel animal ou justement il voudrait peut-être mieux attendre et c'est pas du tout le bon moment parce que sinon l'autre animal en fait va en pâtir de cette nouvelle arrivée. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est pas évidente. En fait, déjà, il faut vraiment bien connaître son animal et voir quel est son tempérament. Si c'est un animal qui a plutôt tendance à vouloir vraiment rester tranquille, qui à l'extérieur déjà a pas forcément envie d'avoir trop des interactions, qui est pas forcément ouvert à la nouveauté, bah peut-être qu'on va se dire que là, ça va être problématique. Mais encore une fois, c'est pas impossible. C'est-à-dire à partir du moment où mon chien âgé, il a un espace, une zone sécure refuge. C'est vraiment une zone où l'autre, en fait, quand je parle de zone sécure et zone refuge, il faut se dire que c'est une zone où le chat n'aura pas accès. Et Ok, inversement, mon chat, il faut qu'il ait une zone sécure refuge où le chien n'aura pas accès. Par exemple, il y a des personnes qui utilisent des portes ou des chatières à l'intérieur d'une maison. Ou tout ok. simplement, quand je m'absente, je vais isoler un animal dans une pièce et l'autre dans l'autre pièce. Bien sûr, quand je les isole dans une pièce, par exemple, chez moi, le chat avec lequel je vis, il a un espace refuge où il va de lui-même en général, mais où parfois, en fait, je peux l'inviter à aller. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va être en inconfort dans une situation. S'il y a des invités chez moi, par exemple. Ce lieu refuge, à l'intérieur de ce lieu refuge, il y a tout ce dont il doit avoir besoin, c'est-à-dire des espaces en hauteur, des griffoirs, une litière, un accès à l'eau, un accès à la nourriture. Donc c'est un endroit où il va se sentir en sécurité et où ses besoins sont comblés. Pour mon chien, c'est la même chose. Et en fait, ce qui va déterminer si je peux prendre un nouvel animal ou pas, c'est quand même l'état de mon chien. Si j'ai un chien qui a beaucoup de problèmes de santé, qui a besoin de beaucoup de repos, et qui est vraiment dans une situation où le fait d'être dérangé va être problématique, bah, potentiellement introduire un chat, ça peut être un problème, surtout si c'est un chaton. Et ouais. Ou même introduire un nouveau chien. Et un chien très jeune, ça peut être problématique. Mais encore une fois, si je gère les espaces, si je peux en fait dédier des espaces sécures à mon chien qui est vieillissant, ça peut très bien se passer. Après, on peut ne pas voir certains signaux chez le chien vieillissant. Ouais. Euh, voilà, donc c'est important de faire attention, encore une fois, à tous ces signaux de communication. Est-ce que ses oreilles sont en arrière? Est-ce que la queue est rentrée? Est-ce qu'il va plutôt fixer le chat? Est-ce qu'il est en posture plutôt figée? En fait, tout ça, c'est des signes, ça peut être des signes faibles, hein, qui nous donnent une indication sur l'inconfort du chien. C'est hyper important. Bah, tu parles des signaux de communication. On en parlait justement avec Annabelle sur l'épisode de la socialisation et la sociabilisation Oui, avec le chiot sur le podcast. Et c'est vrai qu'on a une méconnaissance totale des signaux de communication de nos animaux qui en traduisent clairement ce qu'ils essaient de nous dire, s'ils sont heureux, stressés, en inconfort, s'ils ont besoin d'être en retrait, si justement les rencontres se passent bien ou pas. Et cette lecture-là, on l'a vraiment
très peu. Oui, Et c'est aussi pour ça que les professionnels en éducation et comportement canin sont hyper importants parce que se faire accompagner, c'est aussi apprendre toutes ces choses-là. C'est ce que tu fais toi aussi au quotidien et je trouve que c'est hyper important quand on est dans cette étape de vouloir accueillir un animal chez soi ou qu'on en a déjà mais qu'on a une mauvaise lecture, une incompréhension face à notre animal parce qu'en fait, moi ça m'a beaucoup fait ça quand j'ai commencé, tu vois, à apprendre toutes ces choses-là. Je me suis dit, mais c'est fou parce que maintenant, quand je vois des chiens dans la rue qui se disent bonjour, j'arrive tout de suite à voir celui qui ne sait pas bien dire bonjour. Ou oui, alors, quand on est, tu vois, il y a toutes ces petites choses-là. Et en fait, c'est hyper important. Donc, j'en profite, tu vois, de le ressouligner là dans l'épisode parce que vraiment, les signaux de communication, c'est vraiment la base de tout oui, pet parent. Ça permet vraiment, en fait, de comprendre son animal, pourquoi il me griffe, pourquoi il grogne, pourquoi, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on a dépassées et c'est un peu tout à le fait. stop de l'animal et c'est comme ça qu'ils Oui. réagissent. Donc merci d'avoir souligné aussi ce point-là sur les signaux de communication parce que c'est hyper important. Et du coup, pour en revenir sur la rencontre, pour toi, c'est quoi les trois choses du coup à faire pour que la rencontre se passe très bien? Donc avec tout ce que tu nous as dit, c'est quoi pour toi les trois choses les plus importantes? Alors, la première, c'est prendre le temps et la progressivité. C'est Ouais, ça, ça va ensemble, hein, c'est très important. Euh, la deuxième, ça va être vraiment effectivement observer l'état de détente des animaux. Ne pas une des choses qui est vraiment primordiale aussi, c'est surtout ne pas forcer les interactions. ok, Quand je dis ne pas forcer, tout à l'heure je te parlais de renforcement positif, donc le ouais, renforcement, c'est on va donner des récompenses. Alors ça peut être des récompenses à la voix. On va dire oui c'est bien et on va féliciter son animal. Par exemple, le chien quand il arrive à être justement dans une posture de détente et d'observation et qui va pas aller vers. De la même façon, le chat aussi, hein, c'est des ouais, comportements qu'on peut valoriser. On peut utiliser des fois de la friandise pour récompenser un animal dans cette situation-là. Et là, il va falloir faire très attention parce que, eh bien, en donnant de la friandise, on peut potentiellement, comment dire, aller au-delà des limites de notre animal. Parce qu'il va être ok, motivé par de la nourriture et peut-être qu'il va s'approcher du chat ou inversement, le chat du chien, mais qui va en fait se retrouver dans une posture d'inconfort. Parfois, par exemple, tu vois, j'ai une amie à qui c'est arrivé, elle a adopté un deuxième chat après son premier chat qu'elle voulait prendre en famille d'accueil. Elle a ok, suivi un protocole euh, qui était pas trop mal fait sur la mise en contact, sauf qu'en fait, elle a du coup mis une barrière qui était transparente, donc les chats pouvaient se voir à travers, et elle leur a donné à manger vraiment à proximité. Ça, c'est une chose qui est ok, une grosse erreur parce qu'en fait, on a la valeur la plus importante, l'accès à la nourriture, d'accord? ouais, Forcément, le chat va aller manger. Sauf que du coup, il est dans une posture en inconfort puisqu'en fait, il est très proche de l'autre chat. Alors, même s'il y a une séparation, il le voit, l'autre chat. Et donc, s'il n'est pas en confort, bah, il a besoin de manger. Donc, il va aller manger. Mais il va se mettre au-delà de ses limites, en inconfort. Ce qui fait qu'elle n'a jamais pu avoir une entente entre ces deux chats. Ça a créé des ah ouais, conflits. Parce que dès le départ, après, c'est quelqu'un qui a un extérieur, etc. Donc, c'est pas forcément problématique. Mais vraiment, ok, à un moment donné, elle vivait en appartement, elle a déménagé parce que les conflits entre ses chats généraient beaucoup de problèmes. Et en fait, elle avait commencé une mise en contact, elle l'a fait progressivement, mais il y a eu cette erreur-là de faire manger les animaux ensemble. Des fois, les gens se disent, ah bah comme ça, si je les fais manger ensemble, ça va améliorer les choses et ça va bien se passer. Bah non, parce que la nourriture, c'est une ressource et que en fait, pour l'animal, c'est la valeur ultime. S'il n'est pas en détente quand il ok. mange, en fait, il peut en fait se retrouver dans une situation, par exemple, de protection de ressources. C'est une grosse ressource pour lui, l'alimentation. Donc, ça doit être quelque chose qui doit se faire chacun dans son coin. Mais Ok. tu vois, parfois, voilà, on fait des erreurs Ouais. comme ça, en fait. Je rebondis sur ce que tu es en train d'expliquer, c'est l'emplacement de la Oui, nourriture, des espaces de nourriture. Est-ce que placer les gamelles de ressources, donc eau, croquettes pour chaque animal ensemble, c'est une erreur? en fait, le partage des points d'alimentation, c'est pas possible pour un chat et un chien dans l'absolu. Ok, Enfin, comment dire, c'est pas possible. Il y a peut-être des gens qui le font, mais c'est pas une bonne idée. Déjà, en termes d'alimentation, ils n'ont pas les mêmes besoins.
Donc la Oui, composition déjà de leur alimentation ça c'est n'est sûr. pas la même. Oui. Donc il peut y avoir déjà des problématiques là-dessus. Et ensuite, bah ça représente un gros danger parce qu'en fait, un chat qui va aller manger dans la gamelle d'un chien, le chien, encore une fois, va pas forcément vouloir faire du mal, mais il peut réagir, il peut mordre et il peut blesser gravement le chat. Et Ok. inversement. Donc en fait, c'est très important d'avoir des gamelles dédiées, spécifiques, et potentiellement quand on a un chat et un chien et que, admettons, on peut pas les séparer au niveau des pièces tout le temps pour qu'ils puissent s'alimenter, bah tout simplement, on peut mettre des gamelles en hauteur pour le chat. Le chien n'y aura pas accès. Et après, la gamelle du chien, elle est rarement tout le temps à disposition. Euh, et si c'est le cas, il faut que le chat ne puisse pas forcément y accéder en fait au moment où le chien va manger. Tu peux avoir des situations où ils vont aller piocher les uns dans les gamelles des autres, mais en fait, c'est pas du tout conseillé. Et là où je voulais en venir, c'était si on avait deux chats et un chien, par exemple. Oui, Est-ce que les deux chats peuvent avoir du coup la même gamelle de croquettes en libre, tu vois? Ou alors justement, il faut qu'ils aient deux gamelles séparées de croquettes, même si bon, l'un pourra aller dans l'autre gamelle, mais qu'ils puissent avoir deux points de ressources en alimentation, ou est-ce que avoir le même point d'alimentation et d'eau pour le chat en hauteur et pour le chien, bah du coup chaque chien a généralement sa gamelle, donc la question se pose pas trop, mais plus pour les chats du coup. en fait, dans tous les cas, quand tu as plusieurs animaux, donc on te dit en fait les conseils qui sont donnés, c'est la multiplication des ressources. Et ça, Ok, c'est pour tous les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu as de ressources disponibles, plus tu es dans une situation de confort. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du contrôle sur la situation. En fait, ok, tu vas pouvoir prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle l'agentivité. C'est le fait de pouvoir contrôler certaines choses et prendre des décisions dans ton environnement, dans ta vie quotidienne. Et en fait, il faut se ok. dire qu'on gère, on contrôle toute la vie de nos animaux quand même de A à Z. Ils ont souvent pas Mm. beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. Quand tu as un chat, tu as un nombre de ressources. Quand tu ajoutes un chat, on te dit qu'il faut multiplier ces ressources et qu'il faut 3 pour 2 chats, par exemple. Il faut toujours le nombre d'animaux plus une ressource. Donc ça voudrait dire Ok. que dans l'idéal, si tu as 2 chats, tu as 3 gamelles ou 4. Alors je te dis Ah dans ouais, l'idéal, parce qu'après tu peux ok, aménager des choses. Par exemple, moi j'ai un chat, j'ai 7 gamelles, types de gamelles différentes. Parce que ok, j'ai à la fois des gamelles classiques et des gamelles qu'on peut utiliser pour en fait enrichir, donc ce qui s'appelle les gamelles ludiques ou les gamelles intelligentes. ouais, Et ça, tu peux l'avoir pour les différentes espèces. Encore une fois, la problématique que tu as quand tu as un chien et un chat dans le même espace, c'est qu'en fait, il faut pouvoir mettre ces gamelles à des endroits différents. Sinon, tu as toujours un risque de protection de ressources. Et en ok. fait, Donc, qu'est-ce que c'est la protection de ressources? Ça va être de la concurrence pour la même ressource. Donc, pour éviter en fait des ok, situations de concurrence qui vont générer du conflit, tu vas augmenter le nombre de ressources disponibles. De la même façon pour les litières. ok. Là, tu parles des gamelles. Quand tu as 2 chats, l'idéal, c'est d'avoir 3 litières. Ok, hyper intéressant. Bah, on en avait parlé sur le l'épisode avec Marion Ruffier sur le podcast Oui, sur l'aménagement du coup et l'importance de tout à fait. l'aménagement intérieur pour nos chats. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pourrez écouter cet épisode qui était vraiment super intéressant. Je rebondis sur les gamelles, l'aménagement parce qu'en fait, tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quand on accueille du coup un nouvel animal, il y a aussi toutes ces choses-là à penser, aussi bien Oui, de des espaces de repos, des espaces d'alimentation. Donc les chats, il faut que ce soit en hauteur parce que ben le chien ça évite qu'il aille manger, ou alors il faut que ce soit dans une pièce à part pour éviter que le chien y aille parce que bah faut pas qu'ils aillent se piquer la nourriture chez l'un et chez l'autre. Quand on a des animaux seniors, ben être en hauteur, du coup, ça peut demander aussi de l'effort supplémentaire. Donc, en fait, il y a vraiment plein de choses à penser. tout à fait. Et si tu peux pas, maintenant, il y a quand même beaucoup de solutions qui existent et qui ont été créées, en fait, pour ça. Tu as, par exemple, tu Ouais, vois, les barrières bébés. Tu en as qui sont adaptées aux animaux ouais, avec une chatière. ok, Après, évidemment, il faut pas que ton chien soit un chihuahua parce que là, il passe à travers. Donc, ouais. effectivement, tout ça, en fait, ça se pense, comme tu dis, en amont. Avant Mhm. d'adopter, de faire venir un animal dans ton foyer, et de faire venir un Et nouvel ouais, animal, il faut préparer l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout soit déjà mis en place pour qu'il soit au maximum de confort possible, en sachant encore une fois qu'il y a toujours un temps d'adaptation.
Et du oui. nouveau venu et de l'animal qui est déjà dans le foyer. Du coup, quand on arrive après la première rencontre, que le nouveau toutou ou matou est dans le foyer, qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place au quotidien pour que bah, justement cette relation petit à petit, elle se tisse bien, que les choses se passent bien, que tout se déroule au mieux en fait. Encore une fois, c'est vraiment d'être un accompagnant en fait de nos animaux et des relations qu'ils ont entre eux. C'est de pas se dire au bout de je sais pas 2 mois par exemple, bon bah ça y est, j'ai fait le travail. euh, Peut-être j'ai été accompagnée d'ailleurs par quelqu'un. J'ai mis en place les bonnes choses. Ils arrivent à être dans le même espace. Encore une fois, sans stress. Potentiellement, ils vont peut-être jouer ensemble aussi. C'est de ne pas laisser par exemple, quand il y a des interactions, de ne pas laisser certaines choses aller trop loin. Je vais te prendre un Ok. exemple. Dans mon entourage professionnel, j'ai des personnes qui ont des chiens et des chats qui cohabitent ensemble et ça se passe très très bien. Par exemple, donc une de mes amies a une chienne qui est une malinoise croisée husky et un chat qui ont de très très bonnes relations. Ils ont plutôt Ok. une relation qu'on appelle affiliative. Ils peuvent faire en fait ensemble du grooming, donc ils vont se lécher parfois mutuellement. Ils vont jouer ensemble sans qu'il y ait en fait de danger et en fait avec ce qu'on appelle des autocontrôles, par exemple sur la morsure. C'est-à-dire ils vont pouvoir Ok. ouvrir la gueule, mettre les dents, mais pas fermer pour pas mordre. Donc ils sont effectivement dans une relation vraiment très proche et une très bonne relation en fait qu'on pourrait souhaiter avoir chez toutes les cohabitations chien et chat. Et ouais. Et, Mm. et en fait, tu vois, quand tu veux faire jouer le chat, si tu commences à sortir des jouets, bah, la chienne, en fait, elle va faire de la protection de ressources. C'est-à-dire qu'elle va considérer que Ok. les jouets lui appartiennent. Et en fait, il va y avoir une forme de concurrence, mais immédiate. C'est-à-dire, elle ne va pas laisser le chat accéder à des jouets. Et là, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que la chienne, elle est en inconfort à ce moment-là. Elle le fait pas pour Ouais. embêter le chat. Elle le fait parce que c'est un comportement qui, chez elle, est de cette façon-là. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut, comment dire, toujours contrôler ou améliorer. Ça peut être plus fort qu'elle aussi. Et du coup, bah là, à ce moment-là, le chat va être en danger. Alors que c'est un foyer où vraiment la cohabitation est presque parfaite, on va dire, tu vois. Ok. Et bah, dans Ouais. ces cas-là, tu vas pas sortir les jouets du chat quand tu as ton chien dans le même espace. Donc quelque part, bah ton chat, il va être un peu, tu Mm. vois, dans une situation, il va falloir qu'il s'adapte en fait. Mais Ouais. après, bah le chat comprend aussi très bien parfois les signaux du chien, hein. Et là, le chien, bah c'est pareil, il faut vraiment être vigilant parce que ça peut être juste, il va relever une babine, hop comme ça, et montrer juste les crocs. Ouais. Il va pas forcément montrer des signaux très visibles. Il va avoir une tension de son corps. Il va fixer. Ok. Il va figer un petit peu, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu as des mouvements fluides, c'est plutôt que la situation elle est bien. Quand tu commences Ok. à avoir du statique et des animaux qui figent un petit peu, etc., bah c'est plutôt mauvais signe. Et donc là, dans ces cas-là, bah tu ne vas pas faire jouer le chat quand le chien est dans la même pièce. Si tu fais jouer le chat, c'est à un autre endroit. Et ouais, ok, c'est hyper intéressant. Mais ça peut aussi se faire entre les chiens et les chats entre eux, du Tout à coup, fait. de ce Tu peux fait. avoir donc effectivement c'est la concurrence pour une ressource, hein. La ressource Ok, ça peut être un jouet, de la nourriture. L'humain est aussi une ressource émotionnelle, affective. Et ok. donc il peut y avoir de la concurrence et des conflits. Bah, par exemple pour se mettre à côté de toi sur le canapé. Ouais. Et du coup, faut gérer comment ça? Ah, du coup il faut effectivement apprendre à chacun à accepter le partage et à accepter Ok. de pouvoir être en présence. Et parfois, bah, c'est difficile. Donc, il faut forcément séparer. Bah, tu vas avoir quand même de la gestion de la frustration. Après, les animaux sont capables d'apprendre hein, tout au long de leur vie. Donc, c'est en faisant les choses progressivement. C'est sûr que si tu te mets à crier dessus ou à les pousser, bah, ça va pas avoir d'effet positif. Mais il peut y avoir Ok. des conflits, du coup, que tu n'as pas anticipés, tu vois, qui se produisent Et de ouais. cette façon-là. D'où aussi l'importance d'avoir des moments avec chacun Tout et à fait. des moments collectifs et individuels et de pouvoir allouer du temps à certains pour. Alors, je sais pas si on peut parler de jalousie. Du coup, est-ce que on peut Alors, avoir ces comportements qui créent de la jalousie entre les animaux? souvent, en fait, on a cette interprétation qui est un petit peu anthropomorphique.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'on connaît quand même de mieux en mieux les émotions des chiens et des chats, mais il y a des études récentes scientifiques hein, qui sont menées justement sur la jalousie, par exemple, qui fait partie des émotions qu'on considère comme des émotions complexes. Il n'y a pas encore de preuves à proprement parler scientifiques où on peut dire le chien est jaloux. Tu vas pas exprimer ça Ok, comme ça. Encore une fois, tu vas plutôt dire bah là, il est en concurrence sur la même ressource. Il est en ok, concurrence pour avoir l'accès à l'humain, par exemple. Tu vois. Et donc, il y a quand ok. même une forme de sentiment négatif pour le chien qui a pas Mm. forcément envie de partager son humain. Donc souvent, Et effectivement, les ouais. gens vont dire ah ben il est jaloux. Mais en Mm. effet, dans ce genre de cas où on a cette sensation et où on va anthropomorphiser beaucoup en fait les comportements, faut prendre un peu du recul et essayer de voir bah, qu'est-ce qui en fait peut provoquer de la frustration. Est-ce qu'effectivement je donne plus d'attention à l'un ou à l'autre? Est-ce que bah à ce moment-là, il faut qu'il y ait une prise nouvelle, enfin voilà, redonner de la distance pour que bah l'animal comprenne. Et puis de la même façon, là, on parle des animaux entre eux et de la concurrence qu'il peut y avoir entre un chien, un chat et un chien, par exemple, pour se mettre sur un humain, pour se rapprocher. Mais on peut aussi ne pas être disponible avec un seul animal. L'animal doit comprendre qu'on n'est pas tout le temps disponible pour lui. C'est des choses qui se Ok. travaillent aussi. Et bien sûr, à partir du moment où on fait en sorte vraiment de répondre à tous les besoins, de donner des enrichissements, de donner de la mastication à son chien, de faire des bonnes balades, de donner des espaces en 3D au chat avec des hauteurs, de lui faire aussi des jeux, de rajouter en fait des gamelles ludiques et des activités sympas, les choses peuvent très bien se passer. Mais il faut avoir Et ouais. conscience de ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'il faut éviter justement pour éviter que ce comportement-là de, bah, du coup, de concurrence sur la ressource humaine plutôt que de la jalousie se crée et se renforce? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour éviter que ça s'aggrave? Parce que ça peut quand même être gênant sur le long terme Oui, de se dire que ben voilà, il y a peut-être un chiot ou un chien qui vient d'arriver dans la maison. Les autres chiens, alors peut-être les chats aussi peuvent avoir ce comportement-là, mais entre chiens, du coup, la lecture est plus simple, on va dire. Et du coup, on voit les autres chiens pas être très contents de cette nouvelle arrivée, de voir que ben, et puis généralement, hein, quand il y a un chiot, c'est Mimi, on a beaucoup d'attention envers lui, au détriment peut-être aussi des autres. Hein, qui explique ce comportement. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, pour éviter justement de renforcer cette, cette concurrence, si on peut dire ça comme ça? en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur le fait de pouvoir dédier du temps déjà à ces Ouais, animaux et de ne pas du coup le faire au détriment, enfin le faire pour l'un au détriment de l'autre. Parfois, ok. c'est compliqué, mais encore une fois, si on veille à répondre correctement aux besoins, à donner tout ce qu'il faut en fait en termes déjà de besoins de base, on va dire, des besoins fondamentaux. Ouais, Et après, c'est la réponse et le comportement qu'on va avoir dans les situations de conflit. Encore une fois, ok, si on se met à crier, si on punit, par exemple, bah, ça va renforcer les mauvais comportements. Euh, ok. si on ignore tout le temps notre chien aussi, par exemple, parce que des fois on te dit ah bah il y a un comportement qui est inadapté, bah t'as qu'à l'ignorer et ça va s'arrêter. Bah parfois ça suffit pas d'ignorer en fait. Parfois il faut Ok. donner autre chose. Parfois notre chien a besoin d'être accompagné et par exemple bah il va venir me solliciter, il va venir empêcher mon autre chien de me faire un câlin. Bah je vais donner une mastication et je vais le remettre derrière par exemple dans une pièce un peu sécure avec une barrière où il a quand même la visibilité, mais je vais l'inviter à d'abord redescendre un peu dans son émotionnel. Donc c'est pas grave s'il voit l'interaction en soi. Non, c'est pas grave. Après, bien Non. sûr, tu vas Ok. pas isoler tu vois, si tu isoles un chien et que tu restes avec l'autre, là, tu vas aggraver la situation. Donc, il faut le faire de façon, Ok. voilà, modérée. Parfois, en fait, c'est un peu compliqué à gérer, effectivement. Mais à partir du moment où tu essaies encore une fois, de dédier des temps à chacun et des temps collectifs et à apprendre, en Mhm. fait, à ce que ça se passe bien collectivement. Encore une fois, là, tu vas travailler aussi sur le fait de renforcer des bons comportements, tu vois. Tu vas potentiellement Et en ouais. fait voilà valoriser à chaque fois que bah, tes deux chiens peuvent se trouver dans un à côté de toi ou sur toi et que ça se passe bien. Ou ton chien et ton chat, quand ton chat vient sur toi, ton chien arrive à rester, tu vois, sans intervenir. Donc Ok. c'est tout ce travail-là en fait que qu'on va Mhm. faire encore une fois à la fois de gestion de l'environnement
et de gestion de la relation. Oui, et puis d'où, du coup, l'importance de se faire accompagner par un professionnel qualifié qui Oui, permettra d'avoir les bonnes clés, de s'adapter aussi à l'environnement, parce que d'une maison à l'autre, les pièces ne sont pas les mêmes, donc les oui. zones de repos peuvent ne pas être les mêmes, les caractères de chaque animal ne sont pas les mêmes. Donc en fait, il y a tellement de choses à voir que l'accompagnement, enfin, je sais pas toi comment tu le vois au début quand on est dans cette démarche justement de d'accueillir un nouvel animal. Pour toi, c'est indispensable de faire appel à un professionnel? Alors, c'est pas indispensable, mais c'est quelque chose qui permet en fait, encore une fois, de d'anticiper. C'est d'anticipation. C'est-à-dire Ouais, que si je fais de la prévention et que je suis accompagnée dès le départ, bah j'ai quand même plus de chances que des comportements problématiques ne se mettent pas en place et que les choses se passent bien. Euh, ouais. En fait, c'est plus facile de prévenir que de réparer. Mmh. Réparer, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est pas faisable, hein. Mais parfois, encore une fois, il suffit d'une situation traumatique. Encore, je vais te reparler du cas effectivement de ce chien qui s'est fait enfin qui s'est fait sauter dessus par le chat. Ouais, Bah en fait, après, ça prend plusieurs mois pour que les choses puissent se remettre en place de façon sécure pour chacun et de façon positive. OK. Donc oui, effectivement, c'est bien d'être accompagné. Euh, Après, là, on donne déjà quelques clés. C'est bien d'être accompagné, je pense, au départ pour faire de la prévention. Ouais, Et c'est surtout qu'après, on peut aussi soi-même, en tant qu'humain, se retrouver en détresse. Parce que quand les c'est situations vrai. sont vraiment, voilà, avec des gros conflits, qu'il y a une forte intensité au niveau des conflits ou du danger, bah là, ça peut provoquer vraiment des choses compliquées. Après, Ouais. souvent, avec la durée, quand même, les choses se mettent en place petit à petit. Mais encore une fois, voilà, ça peut être invivable. Et ouais. Donc pour éviter d'arriver à ces situations-là, il faut aussi savoir quand est-ce que c'est Voilà. le bon moment pour se faire accompagner, le plus tôt et le mieux en fait, parce Le que plus ça tôt est le évite mieux. d'être Oui, dans... Ouais. On parlait tout à l'heure des animaux vieillissants. oui, C'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde parce que c'est vrai que ces animaux qui sont dans nos familles, dans nos foyers, peuvent peut-être mal vivre aussi, comme on le disait tout à l'heure, l'arrivée d'un nouveau compagnon à la maison. Comment on gère du coup ces situations particulières de maladie aussi, de convalescence, de fatigue chez les animaux dans cette cohabitation avec les autres animaux du foyer? vraiment, il faut respecter en fait le besoin de tranquillité euh, et ne pas permettre tout le temps euh, au nouveau compagnon qu'on va accueillir d'avoir accès à celui qui a besoin de tranquillité et de repos. Parce qu'il va peut-être pas forcément être en capacité d'exprimer son inconfort non plus de la même façon s'il Ouais, est malade ou s'il est diminué. Il peut aussi du coup moins montrer de signaux d'inconfort et ça peut provoquer des accidents encore plus imprévisibles. Donc là, c'est important de vraiment OK. respecter. C'est une histoire de rythme hein, aussi et Mmh. de veiller à ce que bah, le rythme de l'animal qu'on a qui est vieillissant soit respecté. Et encore une fois, après, ça nécessite aussi parfois des aménagements spécifiques. Tu parlais des chats vieillissants, donc potentiellement, il va y avoir des marches pour accéder à des espaces. Bon, il va falloir aussi se dire que, par exemple, je mets la gamelle en hauteur. Si j'ajoute des marches pour que mon chat puisse y accéder, bah, peut-être que mon chien va pouvoir y accéder aussi, puisqu'il Mmh. risque d'utiliser ces marches. Ça paraît un peu bête, mais en vérité, c'est des choses aussi à penser. Encore une fois, c'est pas Mmh. infaisable, mais c'est vraiment de privilégier en fait la sécurité et la tranquillité de mon animal qui est peut-être diminué cognitivement et physiquement. Et on n'a pas parlé d'une chose importante, c'est que il peut y avoir le paramètre de la douleur. Donc Mmh. ça vaut aussi pour les chats et pour les chiens. Si tu as des animaux qui ont des problématiques de santé, par exemple de la dysplasie ou des douleurs spécifiques, bah peut-être qu'ils vont être moins tolérants aussi à accueillir ou à cohabiter avec une autre espèce. Le fait d'avoir OK. des douleurs, tu vois, permanentes, ça influe forcément sur ton comportement. Donc c'est pour ça que il faut anticiper un petit peu, voilà, sur bah, les besoins de l'espèce spécifique, l'état de santé, l'histoire de mon animal. Si j'ai un animal qui a été traumatisé par une situation, une attaque avec un chat ou un chien, par exemple, bah, potentiellement, si je le remets dans une situation où en plus il a pas la possibilité de décider cette cohabitation, ça peut provoquer quand même aussi des choses très compliquées à gérer.
Et ouais. Donc tout ça, c'est Ouais. important. Parfois, on n'a pas hein, Mm. l'historique de l'animal quand on accueille Ouais. voilà, par exemple, si on prend un animal en refuge ou en association, Mm. ça fait partie des choses. Voilà, faut essayer quand même d'avoir ces informations-là, de voir si l'animal peut être ok avec des chats. Potentiellement, tu Ouais. vois, si j'ai un chien qui a un tempérament plutôt chien de chasse, on va dire, avec bah voilà des comportements entre guillemets un peu conditionnés pour ça. Peut-être que Ouais. ça va être plus compliqué de faire en sorte qu'il course pas mon chat dans la maison. Il y a aussi le système de famille d'accueil. T'en parlais, il y a une de tes amies qui a Oui, fait famille d'accueil, t'en parlais tout à l'heure. Permet aussi d'avoir un animal dans son foyer. On est d'ailleurs prioritaire hein, quand on est famille d'accueil sur l'adoption finale de l'animal. Donc ça peut être aussi une possibilité d'accueillir un animal, de l'accompagner. Peut-être que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus sur les familles d'accueil et l'accueil peut-être d'un animal qui vient d'un refuge, d'une association. ne pas le voir comme une solution test entre guillemets, tu sais, se Ouais, dire bah tiens, je veux faire famille d'accueil parce que en fait, il faut penser à l'animal qu'on va faire venir chez soi. Euh, Potentiellement, quand il va en famille d'accueil, l'idée c'est quand même qu'il reste dans cette famille jusqu'à une adoption finale. Donc si moi je prends cet oui, animal oui, oui, et que oui. ça se passe pas bien avec mes animaux et que je le remets dans un refuge par exemple ou une association, bah potentiellement lui va pas bien vivre ça du tout en fait. Et Donc je ouais, pense qu'il faut vraiment réfléchir à pourquoi on veut faire ça en fait. Et après là, tu vois moi le cas de la personne que je connais qui a les deux chats, elle a fini par adopter le deuxième chat. Mais oui, potentiellement dans sa situation, effectivement, la personne qui a pris ce chat en famille d'accueil aurait pu le redonner à l'association. Et et ouais, bon, voilà. Après, on est face à plein de problématiques. Elle l'a eu quand c'était un chaton. Souvent, les chatons sont plus facilement adoptés. Potentiellement, elle mm, l'aurait relaissé quand c'était un chat plus grand. Donc peut-être que le chat aurait eu moins de chances d'être adopté. La ouais, cohabitation avec son chat, elle, s'est pas très bien passée. Donc peut-être que j'ai créé un antécédent et que du coup, ce chat qui aurait pu s'entendre avec plein de chats, bah, va plus et jamais ouais, s'entendre avec d'autres chats. Tu vois, en fait, ok, on a ouais, vraiment quand même une influence et un impact important sur la vie des animaux et sur leur façon après de pouvoir cohabiter ensemble. Donc, ouais, je pense qu'il faut pas le faire à la légère. Être famille ouais, d'accueil, c'est voilà, c'est des choses qui se font ouais, avec voilà, vraiment une responsabilité et se dire qu'en effet, on a une responsabilité envers mm. nos animaux, nos compagnons. Donc, on a aussi une responsabilité quand on les oblige à cohabiter et qu'ils l'ont pas choisi. Oui, c'est sûr. Faut pas minimiser l'engagement que c'est d'être famille Tout à d'accueil, fait, tout à mais fait. ça peut être aussi la possibilité. Du coup, ben après de toute façon, on est accompagné. Si on Oui, est famille d'accueil, il y a aussi toutes les choses qui sont réunies pour que l'animal puisse être dans de bonnes conditions aussi chez oui, nous. tout à fait. Il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est pas sur un coup de tête. Ah tiens, je veux devenir famille d'accueil pour voir si l'animal il se sent bien chez moi parce que ça peut créer de réels traumas. Donc c'est Oui, pas du tout l'objectif, mais c'est bien aussi de savoir que il y a beaucoup d'associations et de refuges qui cherchent des familles d'accueil et bien ça peut sûr. aussi sauver des vies. Donc je glisse le petit message quand même parce qu'il y a plein de personnes qui aimeraient avoir des animaux et qui peuvent aussi avoir le temps pour s'engager dans cet accompagnement pour les animaux. Le fait d'avoir un animal effectivement déjà chez toi ne doit pas être vu que comme un frein en fait. C'est Ok, juste qu'il faut ouais. une préparation, il faut anticiper et il faut bien connaître aussi les espèces qu'on accueille. Par exemple, Mm, parce que là on parle de la cohabitation chien-chat, tu peux avoir ouais. une cohabitation chien-perroquet par exemple, ou Mm, chat perroquet ou perruche. Et en fait, il y a des personnes qui font cohabiter voilà plusieurs espèces ensemble, ce qu'on appelle des foyers multi-espèces. Et c'est tout ouais. à fait possible aussi, avec une bonne gestion, en fait, c'est tout à fait possible de faire cohabiter ces différentes espèces. Mais il faut avoir, encore une Ok. fois, voilà, des endroits sécurs où on puisse vraiment faire en sorte que les Ouais. animaux puissent être en total confort. Magali, j'aimerais bien, si tu le souhaites, que tu nous parles peut-être d'un accompagnement que tu as eu sur la cohabitation chien-chat, un exemple qui pourrait être un peu soit un guide ou soit une bonne ou mauvaise pratique pour tous celles et ceux qui nous écoutent. Alors, je vais reparler juste 2 secondes de la situation, tu sais, voilà, qui a été effectivement la plus problématique. Un chien de petite taille, très sensible, avec un chat
qui avait pas forcément de comportement problématique, mais qui du coup a Ouais. fait de la prédation. Donc ces deux animaux en fait ont été mis en contact tout de suite dans la même pièce, en plus dans un espace assez réduit. Et là, ça a été quand même assez catastrophique, c'est-à-dire que le chien a été traumatisé et du coup, bah, le travail derrière est très très long. Et Maintenant, une ouais. situation plus positive. Donc j'ai dû accompagner une famille où il y avait un chien qui était très très excité, qui avait tendance à être plutôt agité, et un chat qui était assez sensible, qui du coup en fait était dans des postures, enfin qui était dans une situation de beaucoup de stress, et les personnes en plus qui peuvent parfois mal interpréter les interactions, et donc supposer que comme le chat va se figer et pas forcément réagir, pas forcément miauler ou pas forcément s'éloigner, le chat va être dans une situation de confort et va accepter du jeu de la part du chien. Or, là, il s'agissait plutôt de, pas de jeu, mais en fait, le chien, effectivement, prenait le chat pour son jouet, on va dire un petit peu. Il n'y avait pas forcément Ok. de consentement et surtout, il y avait un gros inconfort du côté du chat. Donc là, on a remis en place les choses. On a vraiment orchestré un petit peu les interactions. On a ajouté des hauteurs et on a fait en sorte que le chat puisse s'isoler du chien. Et on n'a pas laissé, en fait, au chien la possibilité de tout le temps interagir avec le chat quand celui-ci ne montrait pas de signaux de confort ou montrait, en fait, plutôt qu'il allait se figer ou être dans une posture vraiment inconfortable. Et en fait, au fur et à mesure, avec effectivement un peu de temps, bah, le chat a pris de plus en plus confiance, il s'est mis à plus se déplacer dans les espaces, et comme il avait la possibilité, en fait, lui-même de prendre de la distance ou de ne pas interagir avec le chien, c'est-à-dire de se mettre en Ouais. hauteur, euh, du coup, ça a créé des relations beaucoup plus apaisées, et maintenant, les Ok. animaux arrivent à se tolérer. Encore une fois, ils sont pas forcément les meilleurs amis du monde à se faire des léchouilles, mais les choses se passent très bien aujourd'hui. Donc voilà, ça montre en Ok. fait que même si des fois on part pas bien et qu'on fait pas forcément les bonnes choses parce qu'on n'a pas les bonnes réactions, ou qu'on, comment dire, on a toujours un biais cognitif un peu positif. C'est-à-dire, on va Ok. dire, ah, ils Ouais. sont trop mignons, ils se lèchent. Tiens, par exemple, le léchage, on n'en a pas Et forcément oui. parlé. Oui, c'est Le, vrai. Ouais. le chien et le chat qui vont se lécher mutuellement. On va souvent interpréter ça comme, ah, ils sont trop mignons, ils se font des bisous. Bah, pas forcément. En fait, il Mm. faut savoir que le fait de se lécher entre un chien ou un chat, même entre deux chats, bah, en fait, parfois, c'est l'expression d'un inconfort et c'est une façon de chercher à écarter l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment, on a, nous, un biais d'interprétation positif, les humains, quand on regarde des interactions entre les animaux. Souvent aussi dans les mêmes foyers, hein, parce que c'est nos compagnons, donc on a ce biais positif. Et du coup, on donne une mauvaise interprétation à la situation. Ce qui fait qu'en fait, bah, les animaux ne sont pas forcément compris et on va pas Et ouais. forcément les guider pour qu'ils agissent de façon différente. Et donc Mm. ça, c'est très important. Et tu vois, le fait de lécher de la même façon, un chat qui va me lécher la main quand j'approche, c'est pas qu'il me fait un bisou. Souvent, ça veut plutôt dire approche pas ta main, je n'ai pas envie d'avoir une caresse ou une interaction. Et du coup, sur le chien et le chat, quand ils se lèchent entre eux, Oui, comment c'est on ça. sait si c'est positif ou négatif? Et ben, pareil, en fait, il va falloir vraiment observer le contexte dans lequel ça se passe. Est-ce qu'en fait, ils sont posés calmement en détente, côte à côte, et ils se lèchent de temps en temps? Est-ce que c'est de façon très intensive? Est-ce que c'est de façon très fréquente? Est-ce que c'est plutôt un léchage un peu rapide et compulsif? Est-ce que j'ai des signaux de détente générale au niveau de la posture du corps, au niveau des oreilles? Est-ce que les oreilles sont en arrière? Est-ce que la queue est rentrée? Est-ce que la posture est plutôt tendue et plutôt basse? Vraiment, on va un peu tout observer. Et c'est très important d'avoir le contexte, en fait, aussi. Si mon Mm. chat va dans le panier de mon chien et commence à le lécher, potentiellement, c'est qu'il veut lui récupérer son panier et que le chien s'en aille. Tu vois? Ok. Donc après, vraiment, c'est encore une fois être attentif un petit peu au contexte dans lequel ça se produit, attentif, voilà, aux postures et aux signaux aux communications que les animaux vont me montrer. Euh, et après, se dire en fait, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est plutôt une façon de dire va-t'en ou quelque chose qui est en fait pour, par exemple, ne pas entrer en conflit. Quelle idée reçue tu aimerais qu'on déconstruise aujourd'hui?
Les chiens et les chats sont jamais faits pour vivre ensemble. D'ailleurs, il y a des expressions qui disent ils s'entendent comme chien et chat, c'est plutôt négatif en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a pas d'entente. En fait, même si ce sont deux espèces qui sont différentes, une bonne cohabitation est tout à fait possible. Et encore une fois, il faut il faut se dire que pour avoir une bonne cohabitation, c'est pas forcément deux animaux qui vont dormir côte à côte, c'est des animaux qui arrivent à être en présence, détendus l'un de l'autre. Et ensuite, j'ai envie de dire un peu tout ce qui est un peu anthropomorphique, c'est-à-dire attribuer des émotions humaines aux animaux. En fait, on va plutôt Ouais. essayer de bien comprendre, est-ce que mon animal est en état de détente et de bien-être, de voir un petit peu tous ces signaux de communication, d'être vraiment dans Ouais. l'observation. Et pareil, autre idée reçue, c'est se dire, ils sont capables de gérer tout seuls et ils vont gérer eux-mêmes. Tu vois, on va dire, t'entends souvent ça, oh de toute façon, ils vont s'habituer, hein. En fait, c'est parfois pas si simple. Ils vont pas forcément s'habituer par eux-mêmes et ils peuvent Mm. potentiellement, effectivement, entrer dans des conflits qui sont parfois très intenses, qui peuvent être violents et dangereux. C'est important, en fait, de pas rester sur des idées préconçues comme celle-là. Ok. Quel message tu aimerais faire passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? J'aimerais dire, vous n'êtes pas seul. Donc déjà, effectivement, avec là les différentes clés qu'on vous a données, vous avez compris que l'important c'est de réussir à bien gérer l'environnement, de bien connaître en fait les signaux de communication du chien et du chat ou d'autres espèces si vous souhaitez d'autres espèces. De pas hésiter surtout à vous faire accompagner en prévention parce que souvent on attend que les problèmes soient installés ou on se dit on va réussir à gérer et au final on attend qu'il y ait plusieurs conflits avant de se faire accompagner par un Mm. professionnel. Et, euh, et en fait, parfois, il suffit de petits ajustements pour que les choses se passent très bien. Donc surtout, n'hésitez pas à faire appel à des pros, Mm. vraiment à vous renseigner avant et à être certain d'avoir la disponibilité, encore une fois, pour vos animaux, pour bien répondre à tous leurs besoins, parce qu'ils ont des besoins en commun, évidemment, et ils ont aussi des besoins spécifiques à leur espèce. Super. Et enfin, la dernière question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Qui aimerais-tu, Magali, entendre derrière le micro d'Allopets? Bien, écoute, si c'était possible et que ça lui plairait, j'aimerais entendre Iris Castin, en fait, qui est une Ouais. professionnelle qui travaille notamment sur le soin coopératif. Ok. Donc voilà, que j'ai rencontré lors de formations, aussi sur certaines méthodes d'éducation en BAT. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment pas mal de cordes à son arc et que j'aimerais entendre sur Allopets. Merci beaucoup pour la recommandation et peut-être que elle nous écoute. Donc merci. Merci Magali, c'était un super moment que j'ai passé à tes côtés. J'espère que ça aidera beaucoup de personnes qui sont aussi sur cette aventure de cohabitation chien-chat. J'étais ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Merci Romane, c'était vraiment un plaisir. J'espère qu'on a apporté effectivement des réponses aux questions que les personnes se posent dans la cohabitation. J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux te préparer et à t'accompagner dans la cohabitation de ton chien et de ton chat. N'hésite pas à suivre Magali sur les réseaux sociaux ou à prendre rendez-vous avec un professionnel expert du comportement sur animeo.io. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je te dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.